Devant moi, majestueuse, elle est là. Et je crois bien que ce sera ma prochaine destination. Une immense montagne enneigée. Le sentier commence ici. J'espère que mon cheval va tenir le coup avec ce froid. Et moi aussi d'ailleurs. Et en fait, il a un petit nom maintenant. Mon compagnon s'appelle Torai. Avenir en japonais. Bon allez, on se lance. Bonjour. Habillez-vous de votre doublet et emportez votre boulet pour briser la glace, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Dans les jeux Zelda, il existe plusieurs régions des mondes qui sont des régions froides, voire polaires. En revanche, plusieurs d'entre elles ne le sont pourtant pas à l'origine. Parmi elles, on compte le domaine Zora de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En effet, si c'est une zone tout à fait banale lorsque Link est enfant, 7 ans plus tard, le domaine est prisonnier du froid et de la glace. Link devra donc faire taire le monstre envoyé par Ganon qui a élu domicile dans le temple de l'eau. On retrouve exactement le même concept dans The Legend of Zelda Twilight Princess, où le village des Zora est à nouveau gelé, privant toute la région de l'Anel d'eau potable. Lorsque Link dégèle la zone, aidé par Midona, cela a pour effet de libérer l'esprit de la reine des Zora, Lutera, qui a été tuée par les monstres du crépuscule, servant d'exemple pour son peuple. On peut noter alors que son thème musical est le même que celui de la sérénade de l'eau d'Ocarina of Time, appris justement dans la caverne polaire. Certains supposent que le domaine Zora, déjà congelé à 2 reprises, le serait une 3e fois dans un autre jeu. Effectivement, dans The Legend of Zelda The Wind Waker, le royaume d'Hyrule est recouvert par la mer. Il ne subsiste alors que les points culminants du territoire. Dans ce même jeu, on peut visiter l'île gelée, qui pourrait effectivement s'apparenter au domaine Zora. Déjà, le fait que l'île soit gelée au milieu de la mer, comme une sorte de malédiction, tout comme l'a été le domaine Zora, le fait qu'on y retrouve une énigme basée sur des plateformes de glace, fait penser au moyen d'accéder à la caverne polaire dans le domaine Zora, ou encore le fait que Link trouve les bottes de plomb dans ces 2 endroits précisément. Décidément, les Zora n'ont pas vraiment de la chance sur ce qui est du froid. Dans The Legend of Zelda Oracle of Seasons, Link a le pouvoir de changer de saison quand il le souhaite, grâce au sceptre des saisons. Le royaume d'Holodrum, monde parallèle à Hyrule, peut donc être vu en hiver, totalement recouvert de neige. Ce pouvoir sera bien utile aux héros, puisque les arbres morts en hiver créaient des passages, les rivières gelées des chemins, etc. etc. Et enfin, à Termina, dans The Legend of Zelda Majora's Mask, on peut découvrir la région des Pics des Neiges. Cette haute montagne enneigée n'en est en fait pas une habituellement, puisque le masque de Majora a en fait jeté un sort sur les Gorons, peuple vivant habituellement près de la lave et des volcans. La sèche région du nord de Termina devient alors une région glaciale. Et elle n'échappe d'ailleurs pas à la règle de la théorie du deuil dans Majora's Mask. Nous l'avons déjà vu dans les épisodes précédents, une théorie suppose que chaque région du royaume de Termina représente une étape du deuil. Les Pics des Neiges seraient alors une métaphore de la 3e étape, le marchandage. Cette étape du deuil s'observe surtout avec Darmani, le chef des Gorons, décédé. Dans tous les moments où il s'adresse à Link, Darmani essaiera toujours de trouver un moyen de revenir à la vie. Le chef des Gorons est mort, et ça, il ne l'accepte pas.
Jusqu'à ce que Link dégèle la zone en vainquant le boss du temple, Darmani fera tout son possible pour tenter de revenir à la vie. Le rôle du marchandage lui va donc parfaitement bien. En parlant de Darmani, on peut par ailleurs noter qu'une statue de lui est visible dans le village Goron de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cependant, ceci n'a aucun sens techniquement, puisque les habitants d'Hyrule ne connaissent pas Darmani. En effet, ils ne connaissent même pas Termina. Les Gorons d'Hyrule et les Gorons de Termina ne sont pas les mêmes. On ne saura donc probablement jamais pourquoi Darmani est présent au village Goron de Breath of the Wild. Est-ce que c'est un simple clin d'œil? Est-ce qu'il y a vraiment une théorie à creuser? On ne le saura jamais. Toujours en restant dans les pics des neiges de Termina, on sait que, un peu avant le village Goron, se trouve le village dans la montagne. C'est ici qu'habitent les deux forgerons, Zubora et Gabora. Bien qu'ils sont des gentils dans l'histoire du jeu, il est intéressant de noter que leurs noms apparaissent dans un autre jeu, encore The Wind Waker. Effectivement, lors du combat contre le fantôme de Ganon, on peut traduire les lettres inscrites sur son épée. Vous vous en doutez, il y a écrit Zubora et Gabora. Étrange. Ok, là, il fait vraiment super froid. Je sais même pas si Toraï et moi, on va pouvoir tenir le coup. Une tempête de neige s'est levée et on voit de moins en moins bien. Pourquoi je suis venu là? C'était une super mauvaise idée. Je vais m'asseoir là le temps que ça passe. Mais mon Dieu, ce que j'ai froid! Pas mal de donjons à travers la série prennent pour thème la neige et la glace. Par exemple, dans Majora's Mask toujours, le Pic des Neiges possède en son sommet le temple des Pics des Neiges. Et ce n'est pas le seul. Dans The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, une zone d'Hyrule se nomme la région du lac gelé. C'est donc ici que Link peut se défier à la tour de glace. Dans les donjons polaires, on compte aussi la caverne de glace de The Legend of Zelda A Link to the Past. Ce donjon est présent dans le monde des ténèbres, au lac de glace, qui est le lieu parallèle au lac Iliad d'Hyrule. Et c'est dans cette caverne de glace que Link pourra affronter, à la fin du temple, le boss appelé Œil de glace. Plusieurs joueurs ont remarqué une ressemblance vraiment très prononcée avec Krakos, un personnage de la série de jeux Kirby. Si le monde des ténèbres de Link to the Past a le droit à son donjon des neiges, alors l'Horul, royaume de The Legend of Zelda A Link Between Worlds aussi. Ici, l'histoire se déroule de manière semblable aux événements de Majora's Mask, et la montagne de la mort de l'Horul se retrouve enneigée. Link devra alors se mesurer aux ruines de glace. Toujours en restant dans les donjons froids, on peut toujours rajouter le temple de la glace de The Legend of Zelda Spirit Tracks, trouvable dans la contrée des neiges, les ruines des pics blancs de The Legend of Zelda Twilight Princess, dont nous reparlerons un peu plus tard, ou encore le temple de glace de The Legend of Zelda Triforce Heroes. Concernant ce dernier, on le voit non pas à Hyrule, mais dans le royaume d'Estof, précisément dans la région nommée le Glacier. Dans ce temple, Link affronte Cryovolcania. Comme son nom l'indique, ce dragon est vraiment très semblable à Volcania, boss du Temple du Feu d'Ocarina of Time. Pour certains, Cryovolcania est de la même espèce que ce dragon de feu. Pour d'autres, il s'agit du même monstre ou d'un descendant ayant migré vers une région plus froide. Et il est vrai qu'on peut noter plusieurs similitudes. Par exemple, le fait qu'ils se ressemblent physiquement, outre la couleur qui peut être due à un changement de température, le fait qu'ils portent tous les deux un masque qu'il faut briser avec le marteau, le fait que ces deux dragons s'abritent dans des trous pendant leur combat, etc. On n'en saura cependant pas plus sur la ressemblance entre Volcania et Où suis-je? Je me réveille dans une sorte de maison, près d'une cheminée. J'ai l'impression d'avoir dormi super longtemps. Attendez, mais il y a quelqu'un avec moi? Ça va aller? Oui. Tu es? Celle qui t'a sauvé la vie. Sauvé la vie? Oui, je t'ai trouvé évanoui dans la neige avec ton cheval. Je pense que sans moi, tu ressemblerais plus à un sorbet qu'à autre chose. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je me rappelle de pas grand-chose, mais on est où? Et où est mon cheval?
On est chez moi, au village du blizzard. Ne t'inquiète pas, ton cheval va bien. Et il s'appelle comment? Toraï, ça veut dire avenir en japonais. J'aime beaucoup. Tu as dit le village du blizzard? Je connais pas du tout. Et pourtant, j'en ai croisé des populations. C'est vrai? Tu veux bien me raconter? Si tu veux. C'est vrai que je connais différentes populations des neiges que j'ai pu rencontrer en Hyrule. Mais pas que. Par exemple, dans la réalité du roi des mers de The Legend of Zelda Phantom Hourglass, on peut trouver une île nommée l'île du gel. C'est sur cette même île que Link peut rencontrer deux types de populations. On a à l'ouest du territoire les Skimos, dont le nom fait penser à une population réelle, les Esquimaux, et à l'est les Niglous, dont le nom rappelle les maisons de ces mêmes Esquimaux, les Igloos. Lorsque Link arrive sur l'île du gel pour la première fois, les Miglous sont hostiles. Si Link détruit le boss du temple de l'île, ils reprendront leur vraie personnalité. Pour ce qui est d'Esquimaux, on les revoit dans le nouvel Hyrule de Spirit Tracks. Ici, ils habitent la contrée des neiges et possèdent leur propre village, le village Skimo. On peut remarquer que ce peuple a un physique assez atypique. En effet, il possède un corps de pingouin, des bois de renne, une queue de poisson et un visage d'être humain. Aussi, pour ce qui est de leur nom, chaque Skimo possède un prénom qui définit qui il est. Pour prendre quelques exemples, Boisjauneau est un Skimo au long bois et de couleur jaune. Samboiseau n'a pas de bois. Stacho est le Skimo avec la plus grosse moustache, etc. etc. Et Dirlo est tout simplement le maire du village. Dernière anecdote concernant le village Skimo, il est la seule bourgade de tout Spirit Tracks qui ne possède pas de boutique. Voilà, ça sert à rien, mais ça valait le coup d'être notifié, je suppose. De manière évidente, Breath of the Wild possède lui aussi ses régions enneigées. Dans les confins de Tabanta, on trouve une chaîne de montagnes, les montagnes des Bras. Un peu plus avant apparaît le village Piaf, fier peuple du vent. Première chose à remarquer, le thème musical du village Piaf possède la même mélodie que celui de l'île du dragon de The Wind Waker. Cette bourgade paisible est construite autour d'un immense rocher ressemblant à un perchoir à oiseaux. C'est d'ailleurs là que la créature divine du vent, Vamedo, viendra se poser quand elle sera apaisée par Link. En parlant de Vamedo, c'est très connu, mais son nom lui est donné en hommage à la sage de la terre de The Wind Waker, la jeune Piaf, Medoli. Toujours sur la créature divine des Piaf, la première musique que l'on entend en pénétrant à l'intérieur possède un passage étrange. Pour ceux qui comprennent le langage morse, signifie SOS. Link entendrait donc un appel à l'aide de l'âme de Revali, piégée dans Vamedo. Cet appel SOS peut même être entendu dans les 4 créatures divines du jeu. En revanche, celui de Revali est entendu bien plus tard dans la musique, révélant son caractère. Ça lui pèse beaucoup de devoir demander de l'aide à Link. Revali est le prodige des Piaf et possède un caractère très prononcé. Le fait qu'il se mesure toujours à Link apparaît jusque dans son nom, Revali, qui, dans quasiment toutes les langues, renvoie au mot rival, sauf en japonais, où rival se dit Raibaru, d'où le fait que Revali se nomme Ribaru dans cette langue. Pour en revenir au village Piaf, celui-ci est construit en hauteur et possède une auberge, une boutique d'ingrédients et une boutique de vêtements chauds pour protéger du froid extrême de ces contrées. Toutes ces boutiques et ces habitations ressemblent à des cabanes à oiseaux. Et aussi, chaque Piaf possède un nom rappelant les volatiles, soit des noms d'oiseaux, Mesa pour la mésange, Pervier pour l'épervier, Moino pour le moineau, Arfor pour l'arfang, ou même le chef du village en personne, Kai pour la caille. Ou alors, pour les autres Piaf, leur nom renvoie directement à une partie du corps des oiseaux. Aile,
cuisse, bec, et j'en passe. Dans la même région, les piafs peuvent s'entraîner à la zone d'exercice au vol, lieu créé par Revali en personne dans le commencement de la montagne. Là-bas, la température avoisine les moins 10 degrés. Mais ce n'est rien face au point culminant des bras qui peut avoisiner les moins 35 degrés. Dans cette région, on trouve aussi la prairie gelée de Tabanta, qui abrite les ruines du château d'Edal, ou encore le refuge de Pondo et le refuge de Selmi. Ces deux personnages étant les seuls Iliens à habiter la montagne des bras. Petite anecdote, la musique qui se joue dans leur refuge est une reprise du thème de l'intérieur des maisons que l'on peut écouter dans plusieurs épisodes de la série Zelda. Et enfin, les régions de Tabanta et Debra n'échappent pas à la règle des références sur les noms de la carte. Parmi d'autres, nous pouvons compter le pont de Xaf, rappelant le petit piaf de The Wind Waker, Scaf, le mont Juglandis et le plateau d'Olnus, rappelant les deux Korogu du même jeu, Juglans et Olnus, ou encore le mont Roham, baptisé en l'honneur du roi d'Hyrule de Breath of the Wild, Roham Bosphoramus Hyrule. Avec ceci, Breath of the Wild possède d'autres zones enneigées sur sa carte, comme la montagne de l'Anel, abritant la source de la sagesse. On apprend dans un souvenir de Link que cette montagne est interdite d'accès par les enfants de moins de 17 ans. Ou encore le mont Hylia, qui se trouve sur le plateau du Prélude. Tout en haut du mont Hylia, on retrouve un bien étrange monument. Plusieurs théoriciens expliquent qu'il s'agit de la tombe du roi d'Hyrule. En effet, l'esprit du roi d'Hyrule semble attaché au plateau du Prélude. Il serait donc assez logique que son corps repose non loin d'ici. Et effectivement, c'est juste devant cette tombe que le vieil homme disparaît, le dernier endroit où il a voulu emmener Link avant de révéler son identité de roi au Temple du Temps. Cette théorie peut être appuyée par le nom donné à la rivière qui prend source sur le mont Hylia, la rivière de l'au-delà. Je suis sorti de la maison de la jeune fille qui dit m'avoir sauvé la vie. Je me retrouve alors dans un magnifique village, en plein cœur de la montagne enneigée. Les gens ont l'air si heureux. Au centre du village trône un immense sapin de Noël, magnifiquement décoré. La jeune fille arrive avec mon cheval. Tiens, voilà Toraï. Il est en pleine forme. Merci beaucoup. Son village est vraiment magnifique. Contente qu'il te plaise. Les habitants d'ici sont très heureux. Ça se voit. Tu comptes rester chez nous longtemps ? Tu peux passer les fêtes avec nous. Ah, je ne sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à la question en fait. J'avais dit qu'on en reparlerait un peu plus tard, il y a une région enneigée d'Hyrule qu'on n'a pas encore évoquée. Le massif des Pics Blancs de Zelda Twilight Princess. Cette région se décompose en 3 parties. Tout d'abord, on a un premier étage qui se constitue d'une sorte de banquise. Après cela, on a tout l'aspect montagne qu'on doit grimper jusqu'au sommet qui possède un seul et unique arbre. Cet arbre est d'ailleurs bien étrange car il est solitaire et semble faire pousser des luges de glace étranges. C'est à ce sommet que Link rencontre pour la première fois le Yeti. Ce personnage est évidemment inspiré de la mythique créature du folklore, l'abominable homme des neiges, parfois appelé Yeti. Ce personnage est assez drôle et haut en couleur, et il l'est encore plus quand on remarque que son chapeau est en fait une selle de cheval. J'ai pas d'explication pour ça, désolé. C'est donc ce même Yeti qui nous conduit à la 3e partie du massif des Pics Blancs, les ruines des Pics Blancs. C'est dans ce grand manoir abandonné que le Yeti vit en compagnie de sa femme Matornia. Pour beaucoup, ce manoir était à l'origine un camp militaire, ce qui expliquerait pourquoi on y retrouve des canons, des armures, des armes de combat, etc. Ce qui s'explique moins, en revanche, c'est pourquoi on retrouve dans ces ruines une chapelle, mais une chapelle qui n'est dédiée à aucune déesse de la mythologie des jeux Zelda,
et qui ne semble même pas dédié à la Triforce. Étrange. Avec ça, on retrouve dans le manoir des Yétis des tableaux mystérieux représentant différents lieux d'Hyrule comme la bergerie de Toll, la tour du jugement ou même Célestia. On retrouve aussi des tableaux qui mettent en image la reine des auras Lutera ou même le sage Raoru d'Ocarina of Time. Ces ruines étaient peut-être bien plus importantes qu'on ne le croit. Toujours est-il que Link a pour objectif dans ce temple de se rendre dans la chambre des Yétis pour obtenir un morceau du miroir des ombres. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et on assiste alors au seul et unique screamer de tous les jeux Zelda, celui de la transformation de Matornia en un abominable monstre du crépuscule, Blizzarnia. Blizzarnia représente une immense masse glacée qui cache en son cœur la pauvre femme transformée. Link devra alors la secourir afin de la libérer du sort du miroir. Avec ce boss gelé, on peut comprendre tout ce que signifient toutes ces régions enneigées et ces mondes de glace. En psychanalyse, rêver de la neige signifie que l'on souhaite cacher ses sentiments. Et effectivement, ce froid manteau blanc que l'on retrouve à tant d'endroits en Hyrule nous apaise tout comme il nous intrigue. Il est une sorte de quête intérieure pour nous faire prendre conscience d'une chose. Bien que prisonniers de la glace et cachés sous la neige, nos sentiments sont toujours là. Il est parfois nécessaire de briser la glace afin de dégeler les cœurs et pour que l'on n'ait plus froid. Françoise Lefebvre a dit « La neige qui tombe n'est jamais froide quand on est heureux ». Mais je préfère me souvenir de la phrase d'un homme des neiges, soulagé de voir sa femme bien-aimée dégelée de sa rancœur. « Regarde mes yeux. Tu y verras le reflet de la plus belle femme du monde. » Bon, c'est décidé. Je reste au village du Blizzard pour fêter Noël. Toraï va être content et je l'ai bien mérité après tout. Je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et profitez bien des gens que vous aimez.